Alors l'aventure du rapport sur 1,5 degré, donc c'est un rapport qui nous a été demandé au moment de la COP21 parce qu'il y a des pays qui considéraient que 2 degrés c'était pas suffisant pour les protéger des conséquences dangereuses du réchauffement et parce qu'il n'y avait pas non plus assez de connaissances sur les impacts que ça éviterait d'avoir un objectif plus ambitieux à 1,5 degré et aussi si c'était faisable en termes de trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est une commande politique. Ensuite, le GIEC a accepté de préparer ce rapport. Donc ce sont les délégués des pays en session plénière de tous les pays à l'unanimité. Et ils ont rajouté le contexte du développement durable et des efforts pour éradiquer la pauvreté, ce qui est une dimension très forte dans notre rapport final. Les pays ont nommé des auteurs, les organisations observatrices aussi. Les membres du bureau du GIEC, donc, qui comportent 34 personnes, y compris des représentants par exemple de l'Arabie Saoudite ou des États-Unis, ont donc au consensus fait la sélection des auteurs, 91 auteurs, moitié pays du Nord, moitié pays du Sud, 30% de femmes. Et donc ensuite, les auteurs de ce rapport ont passé en revue la littérature scientifique disponible. Donc ils ont considéré à peu près 6000 publications, des 3/4 nouvelles depuis 2014. Donc beaucoup de choses récentes. En fait, il y a eu aussi une réponse enthousiaste de la communauté scientifique à l'invitation de la COP21 et la préparation de ce rapport. Donc ça a été 19 mois de marathon, un travail en fait de titan qu'on ne mesure pas très bien, pour faire cette évaluation dans 5 chapitres, et puis 2 tours de relecture par des experts volontaires et par des experts nommés par les gouvernements, de tous les gouvernements. Et en tout, plus de 1000 relecteurs, 42 000 commentaires qui ont été pris en compte. Et donc on a proposé au gouvernement les points clés, un résumé pour décideurs. Et par rapport à la version qu'on a proposée, c'est quasiment la même chose qui a été approuvée mot par mot, phrase par phrase. Il y a eu des choses qui ont été un petit peu réorganisées, on a ajouté des détails, en particulier sur les impacts régionaux. Et le rapport a été approuvé par les délégués de tous les pays. Alors je pense qu'ici, la difficulté dans la partie négociation, c'est finalement les implications politiques de ce rapport. En particulier parce que contenir le réchauffement à 1,5 degré, ça veut dire que chaque année compte vis-à-vis des rejets de gaz à effet de serre qui continuent à augmenter et qu'il faudrait que ces émissions de gaz à effet de serre diminuent quasiment de moitié d'ici à 2030 pour aller vers le net zéro à horizon 2050. Donc il y a bien sûr un enjeu qui est important, par exemple sur la réorientation des financements, avec un besoin de déplacer les investissements dans le secteur de l'énergie, de plus en plus vers l'efficacité énergétique, vers les énergies zéro carbone, pour sortir le plus vite possible du charbon, et puis ensuite, selon les trajectoires qui sont déployées, faire plus ou moins appel aux autres énergies fossiles. Voilà, donc l'enjeu, en fait, les difficultés qui sont rencontrées ici à la COP24, c'est plutôt la manière dont ça va interférer avec, finalement, les politiques propres à chaque pays. Mais il y avait consensus sur la science, et il y avait consensus parce qu'en fait l'évaluation scientifique elle est très claire. Elle montre que chaque demi-degré compte. Un monde à 1,5 degré plus chaud, 2 degrés plus chaud, c'est pas le même monde qu'aujourd'hui et c'est très différent, avec des risques de perte irréversible d'écosystèmes et des risques de choc sur les besoins de base des sociétés humaines les plus fragiles. Et le rapport montre aussi que chaque choix compte et que c'est important de construire des transitions qui soient justes, qui soient éthiques et équitables, en ayant une attention particulière sur les plus vulnérables aux conséquences du réchauffement, mais aussi une attention particulière sur les plus vulnérables par rapport aux politiques climatiques, aux politiques pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Et voilà, donc ce sont des choses qui sont très explicites dans notre rapport, et de sorte qu'il soit le plus neutre, le plus objectif et le plus rigoureux possible. Alors parfois on me demande ce que je retiens des échanges que j'ai pu avoir sur la présentation de ce rapport. Alors je l'ai présenté dans plein de secteurs différents, à plein d'acteurs différents. Ce qui me frappe en fait c'est la manière dont il a été entendu par les citoyens, par la société civile, par les entreprises, par les acteurs de la finance. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé d'un électrochoc, en particulier parce qu'il y a cette idée toujours que le climat c'est un truc pour les générations futures, lointain, puis qu'on a le temps d'attendre, que peut-être les gouvernements vont prendre les bonnes décisions. Et je pense que ce rapport il montre qu'on a chacun des leviers pour agir dans notre vie personnelle, au niveau de notre entreprise, notre collectivité, des administrations, à tous les échelons. Et il montre que si on attend, ce sera vite trop tard. C'est-à-dire la petite fenêtre d'opportunité qui reste pour contenir le réchauffement à 1,5 degré. Si on continue à émettre plus de gaz à effet de serre année après année, ou si on stagne au même niveau, cette fenêtre elle se ferme et ça veut dire qu'inéluctablement on va dépasser 1,5 degré. Ça veut dire que si on veut y revenir, il faudra des efforts plus forts, plus coûteux et éventuellement des options plus risquées à l'avenir. Donc ça montre vraiment cette urgence à prendre en compte la stabilisation du climat dans les décisions au quotidien.